Cela fait 73 ans que je soutiens cette famille, que je me dévoue sans relâche, et voilà comment on me remercie. Ce matin, César m'a lancé avec ce sourire hypocrite, hérité tout droit de sa femme. Maman, reste à la ferme. Quelqu'un doit bien s'occuper du jardin. Béatrice, debout dans sa nouvelle robe rouge, me fixait comme si je n'étais qu'une simple domestique. Sa mère, Éloisa, perchée derrière ses lunettes hors de prix, faisait défiler son téléphone sans même daigner me regarder. Elle a soufflé d'un ton sec, sans relever les yeux, c'est juste pour une semaine, Doña Francisca. Vous comprenez, non? Comme si semer, entretenir, récolter, c'était un passe-temps. Comme si toutes ces années de travail, de sacrifice, n'avaient jamais compté. Je les ai observés entasser leurs valises, remplies des vêtements que j'ai lavés, repassés, les serviettes pliées de mes mains, les chaussures soigneusement cirées, dans leur voiture, prêts à partir dépenser, sur la côte, l'argent gagné grâce à cette terre. Pendant que moi, je reste là, à brûler sous le soleil, les mains plongées dans un sol qu'ils osent croire leur propriété. Mais à peine la poussière soulevée par leurs pneus était-elle retombée que le silence de la maison fut brisé. Le téléphone de la cuisine s'est mis à sonner, strident, coupant l'air. À l'autre bout du fil, une voix posée m'a dit « Bonjour, Madame Francisca. Nous avons besoin de confirmer des mouvements bancaires urgents. » Mon cœur s'est figé. Pas par peur, non. Plutôt un pressentiment, un malaise qui prenait racine dans ma poitrine. Quel mouvement? Ai-je demandé, même si je pressentais déjà la réponse. Ce matin, votre fils César a tenté de faire un virement de 50 000 $. Il y a également eu des tentatives pour modifier les titulaires de certains comptes. Comme vous êtes toujours la principale signataire, nous avons besoin de votre confirmation. 50 000 $. L'argent de la vente du bétail du mois dernier. Ce montant-là, je l'avais mis de côté pour réparer la toiture, pour mes traitements, pour garantir le fonctionnement de la ferme. Ma voix, que je ne reconnaissais pas moi-même, a répliqué « Je refuse toute opération. Bloquez les comptes immédiatement. » J'ai raccroché, figé au milieu de cette cuisine où j'avais concocté tant de repas pour une famille qui, aujourd'hui, me traite comme un fardeau. Les murs peints en jaune par mes soins, il y a 10 ans semblaient me regarder, témoins muets de toutes ces années de silence et de dévouement. Le soir venu, alors que j'arrosais les plants de tomates et les laitues qu'ils auront le luxe de manger à leur retour, mon téléphone a vibré. César. Sa voix était tendue, affolée. Maman, où sont les cartes bancaires? Rien ne passe, impossible de payer quoi que ce soit. Derrière lui, j'entendais Béatrice hurler, et Éloisa jurer à voix basse d'un ton hautain, comme si elle ne savait pas qu'on pouvait entendre. Maman, tu es là? Répéta-t-il. J'ai pris une grande inspiration. L'air sentait la terre humide et les fleurs de jasmin que j'avais plantées 20 ans plus tôt, quand je croyais encore que cette famille m'appréciait. Je suis là, César. Du calme, du calme. On est coincé dans cet hôtel, on ne peut même pas payer la facture. Que as-tu fait? Ce que j'ai fait, comme si protéger mon argent était un crime, comme si je n'avais pas le droit de décider de ce qui me revient de droit. J'ai fait ce que j'avais à faire, fiston. Mais maman, c'est une urgence. On a besoin d'argent. Une urgence. Tes vacances à la plage étaient une urgence, mais pas mes médicaments contre l'hypertension. La fuite au-dessus de mon lit non plus. Les dépenses de la ferme qui fait vivre toute cette famille. Non, la seule urgence, César, c'est que j'ai enfin ouvert les yeux. J'ai mis fin à la conversation à ce moment critique. J'ai travaillé toute ma vie pour cette famille. J'ai sacrifié mes rêves, ma jeunesse, ma santé. Et maintenant, je découvre qu'ils prévoyaient de me prendre tout ce que j'avais. Mais il y a quelque chose qu'ils ignorent, quelque chose que j'ai découvert il y a 3 jours quand Juana, ma voisine, est venue prendre un café et m'a raconté ce qu'elle avait entendu en ville. Quelque chose qui change tout. Cette histoire ne fait que commencer. Il y a 3 jours, Juana est venue me rendre visite comme tous les après-midi. Elle apporte toujours sa tasse préférée, celle en céramique blanche avec des fleurs que je lui ai offerte l'année dernière. Elle s'est assise dans le rocking chair du couloir, celui-là même où mon défunt mari lisait le journal. Francisca, m'a-t-elle dit de cette voix douce qu'elle utilise lorsqu'elle a quelque chose d'important à dire. J'ai quelque chose que j'ai entendu en ville. J'étais en train d'éplucher des oranges pour en faire du jus, mais quelque chose dans sa voix m'a fait arrêter mes mains. Les pelures sont tombées au sol comme de petits soleils fanés. Quoi, Juana? Elle a regardé vers la route, comme si elle craignait que quelqu'un nous entende. Hier, j'étais chez Don Tobias. J'étais allée renouveler les papiers de mon terrain, tu te souviens? Et pendant que j'attendais, j'ai entendu Béatrice au téléphone. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Béatrice chez le notaire. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Elle parlait de vendre la propriété.
Francisca a dit qu'ils avaient déjà un acheteur, qu'il suffisait de te convaincre de signer des papiers, qu'ils allaient te dire que c'était pour renouveler l'assurance. Les oranges ont roulé par terre. Mes mains tremblaient comme des feuilles dans la tempête. Tu es sûre de ce que tu as entendu? Genre, je m'appelle Juana Maria. Et ce n'est pas tout. Elle a aussi parlé de changer les comptes bancaires au nom de César. Elle a dit que c'était la solution la plus pratique pour une femme de ton âge. Et puis, Francisca, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a dit qu'après le pansement, ils allaient t'emmener dans une maison de retraite de la capitale, qu'ils avaient déjà mis de côté l'argent. Pour payer. Une maison de retraite, comme si j'étais un vieux meuble devenu inutile, comme si ces 73 années de vie ne valaient rien. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée au lit, les yeux fixés sur le plafond qui fuit quand il pleut, repensant à toutes les conversations étranges des derniers mois. Les fois où Béatrice et Eloïa se taisaient quand j'entrais dans le salon, les appels chuchotés, les papiers qu'elle rangeait rapidement à mon approche. Je me suis souvenu de l'arrivée de Béatrice 6 mois plus tôt avec ce dossier vert, insistant pour que je signe des documents d'assurance. J'avais signé sans les lire, leur faisant une confiance insensée. Que contenaient ces papiers? Tout prenait tout son sens maintenant. L'insistance de César pour que j'aille à la banque mettre à jour mes informations, la pression constante pour qu'il me donne accès à mes comptes au cas où il m'arriverait quelque chose. Les visites fréquentes d'Eloïsa, qui avant ne m'adressait même pas la parole, mais qui maintenant venait avec des gâteaux du commerce et des sourires artificiels. Je me suis levée avant l'aube et j'ai fait le tour de la ferme. J'ai touché tous les arbres que j'avais. J'ai planté les avocats que j'ai plantés quand César avait 10 ans, les manguiers qui poussaient à ses côtés, le jardin où j'ai appris à ma petite fille à reconnaître les plantes avant que Béatrice ne décide qu'il était trop dangereux de l'amener ici. Cette terre porte mes empreintes digitales sur chaque mètre. Ma sueur a arrosé chaque sillon. Mes larmes ont nourri chaque graine, et il voulait me l'arracher comme on arrache un jouet à un enfant. Le lendemain, très tôt, je suis allée chez Juana. Ses poules gloussaient dans le jardin, et une odeur de bois brûlé flottait de sa cheminée. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin d'un endroit où je me sente en sécurité. Sa petite cuisine sent toujours la cannelle et le café fraîchement moulu. Juana, je crois que je dois faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Elle m'a servi du café dans cette tasse fleurie et s'est assise en face de moi. Ses yeux, couleur de miel, me regardaient avec la compréhension que seules des années d'amitié sincère peuvent apporter. De quoi as-tu besoin, Francisca? Je dois aller à la banque aujourd'hui, et aussi chez l'avocat. Mais tout d'abord, j'ai besoin que tu viennes avec moi pour examiner tous les papiers que j'ai signés récemment. Nous sommes rentrés chez moi et nous sommes assis à la table de la salle à manger. J'ai sorti tous les dossiers, tous les documents que j'avais conservés sans vraiment les comprendre. Juana a une meilleure vue que moi et peut lire les petits caractères. Francisca, m'a-t-elle dit après une heure d'examen d'une voix tremblante, ces papiers que tu as signés le mois dernier donnent à César le pouvoir de vendre des propriétés en ton nom. Mon monde a tremblé. J'avais signé mon propre arrêt de mort sans le savoir. Et cet autre, celui-là, leur donne un accès total à tous tes comptes bancaires. Francisca, avec ces papiers, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toi. J'ai pleuré pour la première fois depuis des années. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré pour ma naïveté, pour ma confiance aveugle, pour avoir élevé un fils capable de me trahir ainsi. Mais les larmes ont séché vite. À leur place est venu quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la rage, une rage pure et nette qui m'a rempli d'une énergie que je croyais perdue. Nous sommes allés, ils ont ensuite regroupé les dossiers bancaires. Ils ont expliqué à César tout ce qu'il avait tenté de faire ces 2 derniers mois. Demande de prêt utilisant la propriété comme garantie, tentative de modification des signatures autorisées, demande de copie de tous mes relevés bancaires. Madame Francisca, m'a dit la gérante, une jeune femme à la voix inquiète. Heureusement, vous nous aviez donné des instructions précises il y a des années, de ne rien autoriser sans votre présence physique. Votre fils a semblé très contrarié lorsque nous lui avons dit que nous devions d'abord vous parler. Il a même fait venir un avocat la semaine dernière, affirmant qu'il en avait le droit. Très contrarié. Bien sûr qu'il l'était. Ses plans pour me voler échouaient à cause d'un détail que j'avais oublié. Il y a des années, à la mort de mon mari, j'avais été prudente. J'avais mis en place ces restrictions au cas où je perdrais la mémoire. Que puis-je faire pour me protéger complètement? Ai-je demandé? Annuler toutes les procurations que vous avez accordées, changer tous les mots de passe, établir de nouvelles restrictions. Et si vous voulez mon conseil, Madame Francisca, faites-le aujourd'hui. Ensuite, nous sommes allés voir l'avocat d'O'Neill de Fonceau, un homme d'un certain âge, le genre de personne qui inspire confiance dès qu'on le voit. Son bureau est rempli de livres et sent le vieux bois et la sagesse. Madame Francisca, ce que vous me dites est très grave, mais il y a une solution.
Ces documents que vous avez signés sont révocables. Vous étiez sous pression émotionnelle, vous n'aviez pas de représentation juridique indépendante. Il m'a expliqué mes droits. Il m'a montré comment protéger mes biens, comment m'assurer que personne ne puisse prendre ce qui était. Je lui appartenais de droit. J'ai signé de nouveaux documents, modifié toutes les autorisations et installé des verrous légaux que ni César, ni sa femme, ni sa belle-mère ne pourraient forcer. Et s'ils essayaient de me forcer à signer quelque chose? Ai-je demandé. Ces documents vous protègent, Doña Francisca. Personne ne peut vous forcer à faire quoi que ce soit avec vos biens. Et si quelqu'un essaie, cela s'appelle de la coercition, et c'est un crime. De plus, j'ai prévenu la banque et le notaire. Tout document qu'ils tenteront de présenter avec votre signature sera vérifié directement avec vous. Je suis rentrée chez moi cet après-midi-là, me sentant différente, comme si je m'étais réveillée d'un long rêve confus. Le domaine avait la même apparence, les mêmes montagnes verdoyantes en arrière-plan, le même ciel sans fin, les mêmes arbres que j'avais plantés de mes propres mains des décennies plus tôt. Mais je n'étais plus la même femme qui était partie ce matin-là. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je me sentais maîtresse de ma vie. Ce soir-là, quand César m'a appelé pour me parler du voyage, je savais déjà exactement ce que j'allais faire. Je les ai laissés partir. Je leur ai laissé croire qu'ils avaient gagné, que la vieille Francisca resterait docilement à la maison, à s'occuper du jardin comme une employée comme les autres. Mais pendant qu'ils faisaient leurs valises, j'ai fait les miennes aussi, non pas pour aller quelque part, mais pour rester, pour m'enraciner plus profondément que jamais. Et quand le téléphone de la banque a sonné le lendemain, j'étais prêt. La tempête ne faisait que commencer, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais le parapluie. L'appel de César m'a réveillé le deuxième jour. Sa voix était différente, plus aiguë, avec ce ton qu'il utilisait enfant quand il savait qu'il avait fait une bêtise. « Maman, il y a un problème. Les cartes ne fonctionnent pas. Aucune. » Je me suis redressée lentement dans mon lit, sentant le soleil matinal entrer par la fenêtre donnant sur le jardin. Les poules gloussaient déjà, réclamant leur nourriture. La vie continuait normalement, tandis que la leur s'effondrait à 300 kilomètres d'ici. Quel genre de problème, César? On ne peut rien payer. Ni l'hôtel, ni la nourriture, ni l'essence. C'est comme si tous les comptes étaient bloqués. J'entendais Béatrice crier en arrière-plan. Sa voix était déformée au téléphone, mais j'ai réussi à distinguer quelques mots. Ça ne sert à rien que ta mère résolve ça. Maman, j'ai besoin que tu ailles à la banque tout de suite. Ce doit être une erreur système. Une erreur système. Comme si j'étais si naïf. Ce n'est pas une erreur, César. Silence. Un long silence empli du bruit des vagues que j'entendais en arrière-plan. Elles étaient sur la plage sous des parasols hors de prix, tandis que je devais transpirer dans le jardin. Comment ça, ce n'est pas une erreur? Je veux dire, j'ai annulé toutes les cartes, j'ai bloqué tous les comptes joints, j'ai retiré toutes les autorisations que tu avais. Un autre silence. Plus lourd que le précédent. Maman, tu ne peux pas faire ça. On dépend de cet argent. On est comme des associés, comme s'ils avaient travaillé un seul jour dans cette ferme pour gagner cet argent. Ah oui. Et à qui penses-tu que c'est l'argent, César? C'est l'argent de la famille. Tu ne peux pas nous laisser seuls ici. Famille. Ce mot qu'ils utilisaient pour me manipuler depuis des mois. Famille quand ils avaient besoin d'argent. Famille quand ils voulaient que je signe des papiers, mais pas famille quand ils prévoyaient de vendre ma maison et de m'enfermer dans une maison de retraite. César, reviens à la maison. Tout le monde, tout de suite. On ne peut pas venir. On n'a pas d'argent pour l'essence. Alors marche, emprunte, ou fais ce que tu as à faire, mais reviens à la maison. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Mes mains ne tremblaient pas. Cette fois, je me sentais étrangement calme, comme lorsque le choc d'un accident s'estompe et qu'on réalise qu'on est encore en vie. Ce matin-là, j'ai travaillé le jardin comme jamais auparavant. J'ai semé de nouvelles graines de coriandre et de persil. J'ai arrosé les tomates qui commençaient à mûrir. J'ai arraché les mauvaises herbes qui poussaient entre les laitues. Chaque mouvement était une affirmation. Cette terre est à moi. Ces plantes sont à moi. Cette vie est à moi. Juana arriva vers midi comme d'habitude, mais cette fois, elle n'apporta pas sa coupe de fleurs. Elle apporta un sac rempli d'empanadas fraîchement préparées et une bouteille d'aguardiente. Pour fêter ça, elle me dit avec un sourire qui lui creusa le visage. Fêter ça. Quoi? Que tu aies enfin retrouvé ton courage, Francisca. Nous nous sommes assises dans le couloir à manger des empanadas et à boire de petites gorgées de cette aguardiente qui me brûlait la gorge de la meilleure des manières. Le soleil de midi nous éclairait comme une bénédiction. Tu crois que j'ai bien fait, Juana? Ma fille, la seule chose que tu as mal faite, c'est d'avoir mis autant de temps à le faire.
Elle me raconta alors que depuis des mois, elle me voyait dépérir, cesser de sourire quand je parlais de César, mes épaules s'affaissaient sous le poids d'être toujours disponible pour tout le monde. Ton défunt mari, qu'il repose en paix, m'a dit un jour, Juana, s'il m'arrive quelque chose, veille à ce que personne n'abuse de Francisca. Elle est trop bonne pour son propre bien. Ces mots m'ont touchée. Mon mari avait vu quelque chose que je ne voulais pas voir depuis des années. Le téléphone a sonné à nouveau à 15 heures. Cette fois, c'était Béatrice. Belle-mère, il faut qu'on parle. Sa voix avait perdu toute sa fausse douceur habituelle. Maintenant, elle sonnait sèche, désespérée. Parle. Que se passe-t-il? Pourquoi a-t-elle fait ça avec les factures? Qu'en penses-tu, Béatrice? Je ne sais pas, c'est pour ça que je te pose la question. On est coincé ici. Je me suis levée du couloir et je suis allée à la cuisine. J'avais besoin de bouger pour cette conversation. Tu sais quoi, Béatrice? Je pense que tu le sais. Je pense que tu sais exactement pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je ne sais pas de quoi il parle. Non, vous ne savez rien d'une conversation chez le notaire de Don Tobias. Vous ne savez rien des formalités administratives pour vendre la propriété. Tu ne sais rien du projet de me placer en maison de retraite. Silence total. On n'entendait même pas les vagues en arrière-plan. Belle-mère. Ne m'appelle pas belle-mère. Les belles-mères sont de la famille, et tu as cessé d'être ma famille le jour où tu as décidé de me voler. Ce n'était pas du vol, c'était pour ton bien. Une femme de ton âge ne peut pas gérer seule une si grande propriété. C'était la vérité, enfin. Une femme de mon âge, comme si 73 ans était une maladie, comme si l'expérience était un handicap. Et qui a décidé ça? Toi, ta mère, mon propre fils. On s'inquiétait tous pour toi. Mensonge. Tu t'inquiétais pour l'argent, la propriété, ce que tu pourrais obtenir si je disparaissais. Je l'ai entendu passer le téléphone à quelqu'un d'autre. C'était Francisca, soyons raisonnables. Tu ne peux pas rester seule sur cette propriété éternellement. Tu as besoin d'aide, tu as besoin de soins. La voix d'Eloya était condescendante, comme si elle expliquait quelque chose à une petite fille idiote. Tu sais ce dont j'ai besoin, Eloya? J'ai besoin que toi et ta fille restiez loin de ma famille. J'ai besoin que tu arrêtes de manipuler mon fils. Et j'ai besoin que tu comprennes que cette ferme sera à moi jusqu'à ma mort. Tu fais une terrible erreur. Sans nous, tu ne peux pas gérer l'entreprise. Tu ne comprends rien aux banques, ni aux impôts, ni à rien. C'était encore la même histoire, la pauvre vieille femme qui ne comprend rien, la même femme qui a géré cette ferme pendant 40 ans, qui a élevé du bétail, négocié avec les acheteurs, payé des impôts et géré des employés bien avant que Béatrice ne sache même écrire son nom. Tu sais quoi, Éloisa? Tu as raison sur un point. Oui, j'ai fait une terrible erreur. Mais ce n'était pas aujourd'hui, c'était il y a 6 mois, quand je t'ai fait confiance. J'ai raccroché pour la 2e fois ce jour-là. Cette fois, j'ai tremblé un peu. Non pas de peur, mais d'une étrange énergie qui me parcourait le corps, comme si j'avais dormi pendant des années et que je me réveillais enfin complètement. Juana était toujours dans le couloir, se balançant doucement et contemplant les montagnes. « Tout va bien ?» demanda-t-elle sans se retourner. Tout était parfait. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, je dînais seule sans me sentir seule. Je préparais des œufs brouillés avec des tomates et des oignons de mon jardin. Le silence de la maison ne m'envahit pas, il m'enveloppa. Après le dîner, je sortis sur la terrasse et contemplai les étoiles. Cela faisait des années que je ne les avais pas vues aussi clairement. Peut-être parce que cela faisait des années que je n'avais pas eu le temps de lever les yeux. Demain, elle reviendrait, furieuse, désespérée, probablement avec un nouveau plan pour me convaincre que j'avais perdu la tête, mais pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement qui j'étais et ce que je voulais. Elles arrivèrent au crépuscule du 3e jour, comme un orage qu'on voit arriver de loin. La voiture de César souleva un nuage de poussière sur la route qui mit plusieurs minutes à retomber. J'arrosais les plantes du jardin, mais j'ai laissé couler le tuyau d'arrosage et je me suis assise dans le rocking chair du couloir pour les attendre. Ils sont sortis de la voiture comme des acteurs dans une pièce mal répétée. César, avec ce visage réprobateur qu'il affichait quand son père le surprenait en train de faire quelque chose de mal. Béatrice suivait, vêtue de sa robe verte froissée et les cheveux en bataille après le voyage, et enfin Éloisa, ajustant ses lunettes de soleil. Même si le soleil se couchait déjà. Au début, aucun d'eux ne m'a regardé directement. Ils sont restés là, comme s'ils attendaient que je parle le premier, comme si je leur devais une explication. Le silence s'est prolongé si longtemps que même les cigales se sont tues. D'accord, ai-je finalement dit, sans me lever du rocking chair. César a été le premier à se diriger vers le couloir. Ses pas résonnaient lourdement sur le parquet que son père avait posé 15 ans plus tôt.
Maman, il faut qu'on parle. Parler. Il s'est assis sur la marche. Cette position qu'il adoptait enfant pour me faire pardonner. Mais maintenant, il avait 42 ans, et ses ruses d'enfance ne fonctionnaient plus sur moi. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi as-tu fait ça? Sérieusement, tu ne comprends pas, César. Béatrice s'approcha alors avec ses talons qui n'avaient pas leur place dans une propriété de campagne et qui la faisaient marcher comme une dandinette. Belle-mère, je crois qu'il y a eu un malentendu. On n'a jamais voulu te faire de mal. Je la regardai droit dans les yeux pour la première fois. Ses yeux étaient gonflés. Elle avait probablement pleuré pendant le trajet, mais ce n'étaient pas des larmes de regret, mais des larmes de frustration d'avoir perdu un malentendu. C'est ce que tu appelles comploter pour vendre ma maison dans mon dos. On ne voulait que ton bien. Eloya était restée près de la voiture comme prête à fuir à tout moment, mais sa voix portait clairement dans le couloir. Francisca, une femme de ton âge ne devrait pas être seule dans un endroit aussi isolé. C'est dangereux. Je me suis levée du rocking chair pour la première fois depuis leur arrivée. Mes jambes étaient solides, fermes, comme si elles avaient retrouvé une force que j'avais oubliée. Dangereux. Sais-tu ce qui est dangereux, Eloisa? Faire confiance à une famille qui projette de te voler, signer des papiers sans les lire parce que tu penses que ton propre fils ne te ferait jamais de mal. César s'est levé aussi. Dans ses yeux, j'ai lu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur que son plan ait complètement échoué. Maman, les papiers que tu as signés ne servaient qu'à te protéger, pour que s'il t'arrivait quelque chose, on puisse t'aider, me protéger, me traiter de folle, dire aux habitants que je perds la mémoire. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Il ignorait que j'avais entendu cette conversation la semaine dernière, quand il pensait que je faisais une sieste. Je ne le saurais jamais. Si, tu le savais. Tu as dit à don Tobias que je commençais à souffrir de démence, que parfois je ne me souvenais plus de certaines choses, qu'il était nécessaire que tu aies un contrôle légal sur mes décisions. Béatrice recula d'un pas. Ses talons s'enfoncèrent dans la terre meuble du jardin. César, on ferait mieux d'y aller. Elle est bouleversée. Je n'y vais pas. C'est ma mère, et je vais arranger ça. Quoi exactement? Demandai. Ma voix était plus forte que prévu, emplissant tout l'espace entre nous. Réparer ce malentendu. Te faire comprendre que tout ce qu'on faisait, c'était pour toi. Je sortis du couloir et marchai jusqu'à me retrouver devant lui. César est grand, il a toujours été, mais à cet instant, je me suis sentie plus grande que lui. Tu veux que je comprenne? Parfait. Explique-moi alors pourquoi ils avaient trouvé un acheteur pour la propriété. Explique-moi pourquoi ils avaient déjà mis de l'argent de côté pour une maison de retraite. Explique-moi pourquoi Béatrice regardait les prix des appartements dans la capitale. Chaque mot que je prononçai fut comme un coup dur. Je les vis tressaillir, cherchant des excuses qu'ils n'avaient plus. Maman, on n'en a plus. Fini les mensonges. J'en ai assez entendu. Eloisa s'est finalement approchée avec cette fausse élégance qu'elle utilise quand elle veut impressionner. Francisca, sois raisonnable. Tu ne peux pas vivre seule éternellement. Tu as besoin de quelqu'un pour prendre soin de tes affaires. Quelqu'un comme toi, des gens qui prévoient de me voler et de me chasser comme un vieux chien. Personne n'allait voter pour elle. La maison que nous avons choisie est très jolie, avec des jardins et des activités. C'était l'aveu complet. Je n'essayais même plus de la nier. Une maison avec des jardins et des activités. Et quand ils m'ont demandé si je voulais des jardins et des activités, César s'est passé les mains dans les cheveux, frustré. Parce que nous savions que tu allais refuser. Tu es trop têtu pour accepter de l'aide. De l'aide. Vendre ma maison, c'est de l'aide. Voler mes économies, c'est de l'aide. Nous n'allions rien voler. L'argent allait servir à prendre soin de toi. Mensonge. L'argent allait servir à ce que tu puisses vivre confortablement pendant que je pourrirais dans une maison de retraite. Béatrice s'est remise à pleurer. Ces larmes manipulatrices qu'elle versait chaque fois que les choses n'allaient pas comme elle le souhaitait. Belle-mère, s'il te plaît, on est une famille, on peut arranger ça. Une famille, c'est toi qui appelles ça une famille. Je suis allée au jardin et j'ai cueilli une rose blanche du rosier que j'avais plantée à la naissance de ma petite fille. Je l'ai tenue dans mes mains, sentant les douces épines sous mes doigts. Sais-tu ce qu'est une vraie famille? La famille, c'est Juana, qui m'a prévenue de ses projets. La famille, c'est Donille de Fonceau, qui m'a aidé à défendre mes droits sans rien demander en retour. La famille, c'est cette terre qui me nourrit depuis 40 ans. Mais nous sommes ton sang, s'écria César désespérément. Le sang ne sert à rien si ton cœur est pourri. Eloisa s'avança alors avec ce sourire faux qu'elle réservait aux grandes occasions. Francisca, soyons pragmatiques. Tu as plus besoin de nous que tu ne le penses. Qui prendra soin de toi quand tu seras malade?
Qui gérera les affaires de la ferme? Je vais prendre soin de moi, comme je le fais depuis 73 ans. Et pour ce qui est des affaires de la ferme, j'ai des nouvelles pour toi. Je suis retournée dans le couloir et j'ai sorti de mon sac les papiers que j'avais signés le matin avec Donille de Fonseau. Hier, j'ai signé un nouveau testament. Tout ce que je possède ira à une fondation qui aide les femmes maltraitées. Pas un centime, pas un mètre de terrain ne tira. Le silence qui a suivi était différent de tous les précédents. C'était un silence de défaite, de projets brisés, de rêves d'argent faciles s'évaporant comme la rosée du matin. César s'est assis de nouveau sur la marche, mais cette fois, pas comme un enfant en quête de pardon. Il était assis comme un homme qui comprenait enfin les conséquences de ses actes. Maman, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils unique. Être mon fils unique te donnait des droits, César, mais aussi des obligations. Et tu as choisi de me trahir au lieu de prendre soin de moi. Béatrice avait cessé de pleurer. Maintenant, elle me regardait avec une rage pure qui a enfin révélé son vrai visage. Elle est folle, complètement folle. César, fais quelque chose. Que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas, mais tu ne peux pas la laisser nous prendre tout. Personne ne te prend rien, dis-je calmement. Tu perds simplement quelque chose qui n'a jamais appartenu à toi. Le soleil s'était complètement couché. Les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel violet. Il était temps pour eux de partir. Va-t'en, leur dis-je, cette maison n'est plus ta maison. Musique. César me fixa comme s'il n'avait pas compris les paroles, comme s'il était impossible que sa mère, celle qui avait nettoyé ses genoux écorchés et préparé ses plats préférés pendant 40 ans, lui dise de partir. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie. Béatrice s'approcha alors avec ce désespoir animal acculé qui la rendait laide malgré tout son maquillage. Belle-mère, réfléchis bien. Sans nous, tu n'as personne. Que feras-tu quand tu seras malade? Quand tu auras besoin d'aide? Je ferai comme toujours, résoudre mes problèmes toute seule. Mais tu as 73 ans et 35 ans, et tu te comportes comme si tu en avais 5. L'âge n'est pas une excuse pour être inutile, Béatrice. Eloya avait déjà sauté dans la voiture, pensant probablement que la bataille était perdue, mais elle a crié par la fenêtre. « Francisca, ça ne va pas rester comme ça. Nous avons des droits. Les papiers que tu as signés nous donnent du pouvoir. » Ces papiers. J'ai sorti de mon sac le dossier que j'avais apporté à l'avocat. Tu parles de ces papiers déjà annulés? Ou de ces autres qui prouvent que j'ai été forcée de signer sans représentation légale? Son visage s'est décomposé. Même de loin, je voyais la réalité la frapper comme un marteau. C'est impossible. Ces documents sont valables. Ils l'étaient. Jusqu'à ce que Donille de Fonseau prouve qu'il y avait eu contrainte émotionnelle. Il s'avère que la loi protège les personnes âgées des enfants maltraitants. Qui l'eût cru? César s'est levé si vite que les marches ont craqué. On n'est pas violent. Tout ce qu'on a fait, c'était pour ton bien. Pour le mien, César. Regarde autour de toi. Regarde cette ferme que j'ai construite de mes propres mains. Regarde cette maison où je t'ai élevé. Crois-tu vraiment que je ne sais pas ce qui est bon pour moi? Je me dirigeais vers le jardin où se trouvaient mes rosiers, les mêmes que j'avais plantés quand il était petit, et me demandais pourquoi les fleurs avaient des épines. Pour se protéger de ceux qui leur veulent du mal, lui avais-je expliqué à l'époque. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour il serait une de ces menaces. Regarde, César, tu vois ces rosiers? Je les ai plantés il y a 20 ans. Je les ai soignés, taillés, protégés des nuisibles. Personne d'autre ne sait comment s'en occuper comme moi. Personne d'autre ne sait combien d'eau ils ont besoin, quand il faut les fertiliser, comment les protéger du froid. Je me tournai vers lui, tenant le rosier blanc que j'avais coupé. Cette ferme est la même. Je sais comment fonctionne chaque centimètre carré de cette terre. Je connais chaque arbre, chaque animal, chaque problème qui peut survenir. J'ai géré les sécheresses, les inondations, les nuisibles, les prix bas, les prix élevés. J'ai fait cavalier seul pendant des années, surtout après la mort de ton père. Mais maman, non, laisse-moi finir. Pendant toutes ces années, m'as-tu déjà vu échouer? Une récolte a-t-elle déjà été perdue à cause de moi? Nous n'avons jamais été incapables de payer les factures. Cette famille a-t-elle déjà été dans le besoin? Je ne pouvais pas répondre, car la réponse était non. Je n'avais jamais échoué. Je ne laisserai jamais rien de mal arriver à cette famille. Alors pourquoi as-tu décidé que je ne pouvais plus me prendre en charge? Pourquoi? Parce que Béatrice me l'a dit. Voilà. Béatrice t'a dit, et depuis quand Béatrice en sait-elle plus sur ma vie que moi? Béatrice s'est avancée, les poings serrés. Je voulais juste aider. Ton fils s'inquiétait pour toi. Mensonge.
Mon fils s'inquiétait pour l'argent, et toi tu craignais d'avoir une maison sans avoir à travailler pour la payer. C'est faux. Non. Alors explique-moi pourquoi, le lendemain de la signature des papiers, tu avais déjà mis de côté 50 000 $ pour acheter un appartement en ville. César est devenu tout blanc. Il ne savait pas que j'avais vu les messages sur son téléphone lorsqu'il l'a laissé sur la table pendant le déjeuner. Comment le sais-tu? Parce que je ne suis ni aveugle, César, ni sourde, ni stupide. J'ai vu les messages de l'agent immobilier. J'ai vu les plans de l'appartement que tu voulais acheter avec mon argent. Eloya est ressortie de la voiture, mais cette fois, elle avait l'air d'une bête blessée. Tout cela est normal. Les enfants héritent toujours de leurs parents. On ne faisait qu'accélérer le processus. Aller de l'avant. Tu veux dire que tu attendais ma mort? Je ne veux pas dire qu'il était logique de planifier l'avenir. L'avenir, mon avenir. Sans me demander ce que je voulais pour mon avenir. Je me suis dirigée vers la clôture qui sépare ma propriété de celle de Juana. Au loin, je pouvais voir la lumière de sa cuisine. Elle préparait probablement le dîner, ignorant que la guerre qui allait définir le reste de ma vie se déroulait ici. Sais-tu quel était mon avenir dans leur projet? 3 repas par jour dans une salle à manger commune, un lit simple dans une chambre que je partagerais avec un inconnu. Des activités programmées comme si j'avais 5 ans. Des visites une fois par mois s'ils avaient le temps. La maison que nous avions choisie était très bien. Beatrice a protest. Tu l'as visitée. Eh bien, nous avons vu les photos sur Internet. Les photos sur Internet allaient piéger la mère de ton mari dans un endroit qu'il ne s'était même pas rencontré en personne. César s'est alors approché avec ce visage d'enfant perdu qui m'a brisé le cœur malgré tout. Maman, pardonne-moi. Je sais que nous avons eu tort, mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons recommencer. L'espace d'un instant, juste un instant, j'ai été tentée de pardonner, de le serrer dans mes bras comme quand il était petit et qu'il faisait des cauchemars, de lui dire que tout irait bien. Mais je me suis souvenue de la conversation que j'avais entendue 3 nuits plus tôt, alors qu'il me croyait endormi. César dit à Béatrice, « Ce ne sera plus pour longtemps. Quand je serai à la maison, on pourra faire ce qu'on veut de la ferme. » Recommencer comme si de rien n'était. Oui, exactement. On peut oublier tout ça. César, regarde-moi dans les yeux. Il le fit. Dans ses yeux, je voyais l'enfant qu'il avait été, mais aussi l'homme qu'il était devenu. Un homme capable de trahir sa propre mère pour de l'argent. Je ne peux pas oublier, et même si je le pouvais, je ne le veux pas. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait m'a appris quelque chose d'important. La famille, ce n'est pas que le sang. La famille, c'est le respect, l'affection, la protection. Tu m'as enlevé ces 3 choses. Béatrice s'est dirigée vers la voiture en traînant les pieds. César, allons-y. Elle ne changera pas d'avis. Je ne partirai pas. C'est ma mère. Ta mère a pris sa décision, et on ne peut pas rester ici comme des mendiants. César m'a regardé une dernière fois. Dans ses yeux, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La compréhension qu'il avait perdu quelque chose pour toujours. Pas seulement l'héritage, pas seulement l'argent. Il avait perdu sa mère. Vraiment, il n'y a aucun moyen d'arranger ça. Il n'y avait qu'un seul moyen. Le nom de César était « Ne me trahis pas ». Maman. Pars, s'il te plaît, avant que je dise quelque chose que je pourrais regretter. Il est resté là pendant ce qui m'a semblé des heures, mais qui n'ont probablement duré que quelques minutes. Finalement, il marcha vers la voiture, à pas lents, comme si chaque pas lui faisait mal. Avant de monter, il se retourna une dernière fois. « Je t'aime, maman. Je t'aimais aussi, César. » La voiture démarra, soulevant de nouveau de la poussière. Je regardais les feux arrière s'éloigner sur la route jusqu'à devenir des points rouges dans l'obscurité. Lorsqu'ils disparurent complètement, je m'assis sur le perron. Pour la première fois depuis des jours, tout était silencieux, et pour la première fois depuis des années, ce silence était comme une paix. Je restai assis sur le perron jusqu'à ce que les étoiles emplissent le ciel. L'air nocturne sentait le jasmin et la terre humide. Ce parfum qui m'avait toujours apaisé, mais cette nuit-là, il avait une saveur différente. Un goût de liberté. Juana apparut le long du chemin qui relie nos propriétés, marchant lentement, une tasse fumante à la main. « Ça te dérange si je m'assois avec toi ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Pas du tout. En fait, j'ai besoin de compagnie. » Elle s'installa sur le perron à côté de moi et me tendit la tasse. Un chocolat chaud à la cannelle, exactement ce dont mon âme avait besoin à cet instant. Je les ai regardés partir, dit-elle au bout d'un moment. Tout allait bien, tout était parfait. Nous sommes restées silencieuses, partageant un chocolat chaud. Juana a cette sagesse de savoir quand parler et quand simplement être présente. « Tu sais ce qui est le plus étrange ?» ai-je finalement dit.
J'ai cru que j'allais être triste. J'ai cru que j'allais pleurer, que j'allais le regretter. Et on ne ressent pas ça. Je ne me sens pas libre, comme si un poids que j'ignorais porter avait été enlevé de mes épaules. Juana hocha lentement la tête. Ma grand-mère disait qu'il faut parfois tailler les branches malades pour que l'arbre puisse pousser en bonne santé. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Je ne me suis pas réveillée à 3 heures du matin en me demandant si j'avais bien fermé mes comptes bancaires. Je ne me suis pas levée en me demandant quelle excuse Béatrice allait inventer pour me demander de l'argent. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais en paix. Le lendemain matin, alors que je préparais le café, le téléphone a sonné. Pendant un instant, j'ai cru que c'était César, s'excusant ou essayant de me manipuler à nouveau, mais c'était Donil de Fonso. Doña Francisca, bonjour. Comment vous sentez-vous? Comme neuf, Donil de Fonso. Et vous? Très bien. Je vous appelle pour confirmer certains détails du testament que nous avons signé hier. Êtes-vous sûr de vos décisions? Plus sûr que jamais. Parfait. Je voulais aussi vous informer que votre fils est venu à mon bureau très tôt ce matin. Il voulait savoir s'il y avait un moyen de contester les modifications que vous aviez apportées. Je n'ai pas été surpris. César avait toujours insisté quand il voulait quelque chose. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai expliqué que les documents étaient parfaitement légaux et que vous étiez saine d'esprit. Je lui ai aussi suggéré que s'il voulait se réconcilier avec vous, il devrait venir directement pour discuter, sans passer par des avocats. Et qu'a-t-il répondu? Il est parti sans un mot. Après avoir raccroché, j'ai décidé qu'il était temps de commencer ma nouvelle vie. Sérieusement, je ne pouvais pas rester là à pleurer le passé. Il me fallait construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui ait du sens. J'ai fait le tour de la ferme, la voyant sous un autre angle. Ce n'était plus seulement la propriété héritée de mon mari, ni l'endroit où j'avais élevé mon fils. C'était désormais mon avenir, mon projet, mon héritage. La maison avait besoin de réparation. Le toit de la cuisine fuyait, ce que nous avions ignoré pendant des mois car, selon Béatrice, nous n'avions pas les moyens de réparer. Mais maintenant que je n'avais plus à subvenir aux besoins de 3 adultes sans emploi, j'avais les moyens. J'ai appelé don Lazaro, le contremaître de la ville. Un homme honnête qui travaillait pour nous depuis des années. Doña Francisca, je suis ravie d'avoir de vos nouvelles. Comment puis-je vous aider? Don Lazaro, j'ai besoin que vous veniez inspecter la maison. Je veux faire toutes les réparations que nous avons repoussées. Toutes. Êtes-vous sûr? Ce sera un gros projet. J'ai le temps et l'argent. Quand pouvez-vous venir? Je passerai demain matin, si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai appelé le vétérinaire. Je voulais acheter plus de poulets et peut-être quelques chèvres depuis des mois, mais Eloisa se plaignait du bruit et de l'odeur. Docteur Benita, c'est ma première visite. Francisca, pourriez-vous me conseiller pour agrandir mon enclos? Bien sûr. Qu'avez-vous en tête? Je veux créer une petite ferme, avec des poulets, des chèvres, peut-être des cochons, quelque chose qui me procurerait un revenu stable tout en m'occupant. Je trouve que c'est une excellente idée. Sa famille est d'accord. Ma famille, c'est moi, docteur, et je suis tout à fait d'accord. Cet après-midi-là, Juana et moi nous sommes assises à la table de la salle à manger pour faire des plans. Elle a apporté du papier et un crayon, et j'ai exposé toutes mes idées sur la table. Et si on créait une petite entreprise de cuisine maison? A suggéré Juana. Vous cuisinez des plats délicieux, et je sais faire des conserves et des confitures. Pensez-vous que ça marcherait? Il n'y a personne en ville qui prépare des plats maison à vendre. Toutes les femmes travaillent dehors maintenant. Il y a sûrement un marché. Nous avons commencé à faire les comptes. Grâce aux économies, je n'avais plus besoin de partager avec César et sa famille. Je pourrais investir dans du matériel de base pour une petite cuisine professionnelle et nous pourrions vendre au marché du samedi, a ajouté Juana, ou même faire des livraisons à domicile. Pour la première fois depuis des années, j'étais enthousiaste. J'avais un projet, un but, une raison de me lever chaque matin autre que la simple survie. Ce soir-là, alors que je dînais seule dans la cuisine, j'ai réalisé quelque chose. La maison me semblait plus grande, pas plus vide. Plus grande, comme si j'avais récupéré des espaces que j'ignorais avoir perdus. Le téléphone a sonné à 21 heures. C'était un numéro que je ne connaissais pas, Francisca. La voix était celle d'une jeune femme timide. Oui, c'est Francisca. À qui ai-je le plaisir de parler? Je suis l'épouse de Jérémia, le fils de votre voisine, Doña Carmen. Elle m'a donné son numéro. Jérémia, le garçon qui avait étudié la gestion d'entreprise et qui travaillait maintenant dans la capitale. De quoi avez-vous besoin, ma chère? Doña Carmen m'a dit que vous envisagez de créer une entreprise alimentaire. Entreprise.
Je travaille dans le marketing et je me demandais si vous auriez besoin d'aide. Quel genre d'aide? Eh bien, je pourrais vous aider avec les réseaux sociaux, la conception d'étiquettes, la promotion. J'adorerais participer à un projet comme celui-ci. Et combien factureriez-vous pour cette aide? Rien au départ. Si l'affaire marche, nous pourrions envisager un petit partenariat, mais je veux d'abord vous aider à la lancer. J'ai raccroché le téléphone avec un grand sourire. Je n'avais pas qu'un projet, j'avais une équipe. Le lendemain, Don Lazaro est arrivé en avance avec son maître ruban et son carnet. Nous avons inspecté toute la maison, du toit aux fondations. Doña Francisca, cette maison est solide, elle a juste besoin d'un peu d'entretien. Combien de temps faudrait-il pour la remettre comme neuve? Environ 3 mois de travail quotidien. Mais elle ressemblera à un palais. Faites-le. Pendant que Don Lazaro prenait les mesures, je me suis dirigé vers l'arrière de la propriété, où j'avais toujours rêvé d'installer un petit atelier. Mon défunt mari avait rêvé d'y installer son atelier de menuiserie, mais nous n'avons jamais trouvé le temps ni l'argent. Maintenant, j'avais les deux. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de l'entreprise de construction. Bonjour. J'ai besoin d'un devis pour une nouvelle construction. Quel genre de construction? Une menuiserie et, à côté, une petite cuisine professionnelle. Quand en avez-vous besoin? Je ne suis pas pressé, mais je veux que ce soit parfait. Pour la première fois en 73 ans, je construisais quelque chose rien que pour moi, sans avoir à demander la permission, sans avoir à justifier les dépenses, sans avoir à écouter les plaintes concernant le bruit ou le désordre. C'était mon argent, mon terrain, ma décision, et c'était magnifique. 6 mois se sont écoulés avant que je reçoive des nouvelles de César. 6 mois pendant lesquels ma vie a complètement changé, comme si j'étais sortie d'une crise et que je pouvais enfin voler de mes propres ailes. La maison était magnifique. Don Lazaro n'avait pas exagéré en disant qu'elle ressemblerait à un palais. Toit neuf, sol refait, murs peints d'un jaune doux qui ensoleillait toute la maison. La cuisine professionnelle fonctionnait parfaitement, et la menuiserie était exactement comme mon mari l'avait rêvé. Juana et moi avions transformé notre projet de cuisine maison en un petit empire. Nous vendions des tamales le mardi, des empanadas le jeudi et des conserves tous les jours. Le week-end, le marché du village était bondé de gens venus spécialement pour acheter nos produits. Doña Francisca, Don Tobias, le notaire, me disait à chaque fois qu'il passait devant notre stand, « Tu as rajeuni de 10 ans. » Et c'était vrai. Je me sentais plus forte, plus claire, plus vivante que depuis longtemps. Je travaillais de 5 heures du matin à 19 heures, mais c'était un travail qui me comblait de satisfaction au lieu de m'épuiser. La fille de Jérémia, qui s'appelait Carmen comme sa belle-mère, avait été une bénédiction. Elle avait créé une page sur les réseaux sociaux qui comptait des milliers d'abonnés. Abuela Francisca's Kitchen, l'appelait elle. Et malgré mes protestations car je n'étais la grand-mère de personne, le nom est resté. Nous avions embauché 3 filles du village pour nous aider. Des jeunes filles qui avaient besoin de travail. Et qui apprenaient vite. La maison, si calme depuis des années, était désormais remplie de rires et de conversations dès le plus jeune âge. Nous avions également lancé un petit programme pour aider les femmes en difficulté. Des femmes qui, parce qu'elles avaient été manipulées ou maltraitées par leur famille, nous leur avons appris des métiers, leur avons donné du travail temporaire et les avons aidées à obtenir des conseils juridiques. C'est comme si cette maison attendait depuis tout ce temps que tu la réveilles, m'a dit un après-midi Carmen, la fille qui nous aidait au marketing. Elle avait raison. La maison dormait, attendant que j'aie le courage de vivre ma vie. C'était un mardi après-midi quand César est arrivé. J'étais à l'atelier en train de poncer des planches pour fabriquer une nouvelle étagère lorsque j'ai entendu la voiture dans l'allée. Mais cette fois, il n'est pas arrivé en colère ni désespéré. Il est arrivé seul, marchant lentement, comme quelqu'un qui s'excuse. Je l'ai vu depuis la fenêtre de l'atelier. Il avait maigri. Ses vêtements semblaient moins soignés et il avait une barbe de plusieurs jours qui le vieillissait. Il se tenait dans le jardin, observant tous ces changements, comme s'il n'arrivait pas à croire que c'était la même maison. Je quittai l'atelier en m'essuyant les mains sur mon tablier. Je ne courus pas vers lui, mais je ne me cachai pas non plus. « Bonjour, maman. Bonjour, César. » Nous étions là, séparés par quelques mètres qui semblaient des kilomètres. La maison avait changé. Elle revit. Il hocha lentement la tête, comme s'il comprenait le message caché derrière mes mots. « Je peux m'asseoir, c'est à toi de décider. » Il s'assit sur le perron du couloir, à la même place que la dernière fois, mais il paraissait maintenant petit, vaincu. « Maman, je suis venue te demander pardon. » Je ne répondis pas. J'avais appris le pouvoir du silence. Je sais que ce que nous avons fait était mal. Je sais qu'il n'y a aucune excuse, mais je voulais que tu saches que j'avais tout compris. Tout ce que tu avais raison,
que Béatrice m'avait manipulée, que je perdais la personne la plus importante de ma vie par cupidité. Et Béatrice est partie il y a 3 mois. Elle a pris tout ce qu'elle pouvait, et partie avec un homme qu'elle avait rencontré en ville. Je n'ai pas ressenti de satisfaction en l'entendant. Ça. Je n'étais pas désolée non plus. C'était juste une information et Éloisa. Elle est en maison de retraite. Son propre fils l'a placée quand il n'avait plus d'argent. L'ironie était parfaite, mais je n'ai rien dit. Maman, je sais que je ne mérite pas le pardon. Je sais qu'il est probablement trop tard, mais je voulais que tu saches ce que j'ai appris. Qu'en te perdant, j'ai compris ce qui compte vraiment dans la vie. Je me suis assise dans le rocking chair, mais j'ai gardé mes distances. Que veus tu, César? Rien. Je ne suis pas venue te demander quoi que ce soit. Je suis juste venue te dire que je t'aime, que je t'ai toujours aimé, même si mes actes disent le contraire. Et qu'as-tu fait ces derniers mois? Travailler. Je travaille dans le bâtiment maintenant. C'est dur, mais c'est honnête. Je dors dans une chambre louée, comme dans des restaurants bon marché. J'essaie de comprendre comment je suis devenue aussi stupide. Pour la première fois de la conversation, ses yeux se sont remplis de vraies larmes. Pas des larmes de manipulation, mais de vrais regrets. Je vois la vie que tu as construite. Sans nous, et je réalise que c'est nous qui te faisions du mal. Tu n'avais pas besoin qu'on prenne soin de toi. C'est nous qui avions besoin de toi. À ce moment-là, Juana sortit de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier. Francisca, tout va bien. Tout va bien, Juana. Voici César, mon fils. Juana le regarda avec ce regard que les femmes plus âgées ont lorsqu'elles jaugent un homme. Un regard qui va droit au cœur. Enchanté de te rencontrer, César. J'ai beaucoup entendu parler de toi. César rougit. Il savait exactement ce que Juana avait entendu. Tout le plaisir est pour moi, madame. Tu restes dîner. César me regarda en attendant ma réponse. Tu peux rester si tu veux, mais pas en famille, en visite. Je comprends. Juana est partie, mais avant cela, il m'a fait un clin d'œil. Je savais qu'il me laissait le temps de décider quoi faire. Maman, penses-tu qu'un jour, on pourrait essayer de redevenir une famille? Je ne sais pas, César. Famille, ce n'est pas quelque chose qu'on peut briser et recoller comme un vase. Une fois la confiance brisée, rien n'est plus jamais pareil. Je le sais, mais peut-être qu'il pourrait être différent, meilleur. Meilleur, plus honnête, plus respectueux, plus vrai. Je l'ai regardé un long moment. Dans ses yeux, je n'ai pas vu l'homme manipulateur qui avait prévu de me voler. J'ai vu l'enfant qu'il avait été, mais j'ai aussi vu quelque chose de nouveau. Une véritable humilité. Tu sais ce qu'il faut faire si tu veux essayer de reconstruire quelque chose avec moi? Quoi? Tu dois le mériter, non pas avec des mots, mais avec des actes. Tu dois me prouver pendant des mois, peut-être des années, que tu as vraiment changé. Comment? En travaillant honnêtement, en vivant honnêtement, en respectant mes décisions, même si elles ne te plaisent pas, en me traitant comme un être humain à part entière, pas comme une vieille dame dont il faut prendre soin. Et si je fais tout ça, si tu fais tout ça, peut-être qu'un jour nous pourrons être amis, mais nous ne serons plus jamais la mère et le fils que nous étions avant. Cette relation est morte le jour où tu as décidé de trahir moi. Il resta silencieux un long moment. Finalement, il acquiesça. Je comprends et j'accepte ces conditions. Bon, alors tu peux commencer par rester dîner, mais après, tu pars, et si tu veux revenir, dis-le-moi d'abord. Merci, maman. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi. Ne m'appelle pas maman tout de suite. Appelle-moi Francisca. Tu dois gagner le droit de m'appeler maman à nouveau. Ce soir-là, nous avons mangé tous les 3 en silence. César mangea lentement, comme si c'était le premier repas maison qu'il prenait depuis des mois. C'était probablement vrai. Quand il eut fini, il m'aida à faire la vaisselle sans que je lui demande. Juana était rentrée chez elle, nous laissant seuls. La nourriture était délicieuse. Il a dit « Merci. Puis-je te demander quelque chose ?» A-t-il demandé. « Êtes-vous contente ?» La question m'a prise au dépourvu. Personne ne m'avait posé ça depuis des années. « Oui. » ai-je répondu après y avoir réfléchi. Pour la première fois depuis longtemps. Je suis contente. Il est parti ce soir-là sans promettre de revenir, sans rien demander d'autre. Il est parti comme ça. Et pour la première fois depuis des mois, les adieux n'ont pas été une guerre. César est revenu 3 semaines plus tard. Cette fois, il a appelé avant de venir, comme je l'avais demandé. « Francisca, puis-je te rendre visite dimanche? Je voulais t'aider si tu as besoin d'aide. » M'aider pourquoi? N'importe quoi. Je sais que tu gères l'alimentation. Tu as peut-être besoin de quelqu'un pour porter des choses lourdes ou réparer quelque chose. L'offre m'a surprise.
Pendant des années, César avait évité tout travail physique à la ferme. Il avait toujours une excuse. Il avait mal au dos, il avait des choses importantes à faire, ce genre de travail était réservé aux employés. Viens dimanche à 8 heures. J'ai des choses à régler. Il est arrivé à l'heure, vêtu de sa tenue de travail et de vieilles bottes. Il avait l'air différent. Plus mince, mais aussi plus fort, comme si le travail physique l'avait aguerri. Que voulez-vous que je fasse? L'enclos à chèvres a besoin d'être réparé. Certaines planches sont détachées. Il a travaillé 4 heures sans se plaindre. Je l'ai observé depuis la fenêtre de la cuisine, tandis qu'il préparait la pâte à empanada. Il se déplaçait différemment, plus prudemment, avec plus de respect pour les outils et les matériaux. Il n'était plus le même homme qui considérait autrefois ce genre de travail comme indigne de lui. À midi, je lui ai apporté un verre d'eau fraîche et une assiette. Merci, a-t-il dit, et il s'est assis par terre pour manger, adossé à un arbre. Pourquoi fais-tu ça, César? Réparer l'enclos. Non, tout ça, venir ici, travailler, faire comme si tu étais quelqu'un d'autre. Il mâcha lentement avant de répondre. Parce que quand je t'ai perdu, j'ai réalisé que j'avais perdu la seule personne qui me connaissait vraiment, la seule qui m'aimait inconditionnellement. Je t'ai aimé inconditionnellement, jusqu'à ce que tu poses des conditions. Je sais. Et j'ai aussi réalisé autre chose. Quoi? Que je ne t'ai jamais vraiment connue. Je pensais que tu étais juste ma mère, la femme qui prenait soin de moi, mais tu es bien plus que ça. Il regarda autour de lui, voyant l'entreprise florissante, les améliorations apportées à la maison, la nouvelle énergie qui se dégageait de tout. Tu es une entrepreneuse, une leader, une femme capable de construire une vie incroyable à partir de rien. Et j'étais si aveugle que je ne l'ai pas vue. Ces mots m'ont touché, mais je ne me suis pas laissé emporter par l'émotion. Et que veux-tu faire de cette information? Je veux vraiment te connaître tel que tu es, pas l'idée que je me faisais de toi. Cela va prendre du temps. J'ai du temps. Il termina le travail et partit sans rien demander d'autre, sans demander quand il pourrait revenir, sans proposer que nous mangions ensemble, sans essayer de forcer une intimité qui n'existait plus. Pendant les mois qui suivirent, César vint toutes les 2 semaines. Il appelait toujours à l'avance, venait toujours travailler. Il répara le toit du poulailler, repeignit la clôture, participa à la construction d'un nouvel entrepôt pour l'entreprise. Juana l'observa avec la prudence d'une femme d'âge mûr qui a vu tant de promesses non tenues. « Que penses-tu de lui » lui demandai-je un après-midi. Il essaie d'être différent, mais l'avenir nous dira si c'est du concret ou du simulacre. Comment faire la différence? Les hommes qui changent vraiment ne font pas étalage de leur changement, ils changent tout simplement. Elle avait raison. César parlait peu lors de ses visites. Il n'essayait pas de m'impressionner par des gestes pompeux ou des promesses théâtrales. Il travaillait, mangeait ce que je lui offrais et partait. Un jour, il est rentré avec des bleus sur les mains. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Une bagarre au travail. Une collègue embêtait une nouvelle en lui disant des méchancetés. Je lui ai dit d'arrêter, et il m'a répondu de me mêler de mes affaires. Je lui ai dit que le respect des femmes me regardait. Il n'avait pas dit ces mots pour m'impressionner. Il les avait dit parce que c'était la vérité. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une sorte de fierté pour mon fils. Mais j'ai vu le vrai changement des mois plus tard, lorsqu'il est arrivé accompagné d'une femme plus âgée. Francisca, je veux te présenter Doña Elena. C'est ma patronne sur le chantier. Elena était une femme d'une 60aine d'années, bronzée par le soleil et le travail, avec un regard intelligent et des mains fortes. Doña Francisca, votre fils m'a beaucoup parlé de vous. Il voulait rencontrer la femme qui a élevé l'un de mes meilleurs employés. César rougit. César est responsable, ponctuel et ne se plaint jamais du travail, continua Elena. Mais surtout, il respecte les femmes de l'équipe. Ce n'est pas courant dans ce milieu. Après leur départ, je n'arrêtais pas de repenser aux paroles d'Elena. César avait vraiment changé, pas seulement avec moi, mais dans tous les aspects de sa vie. Ce soir-là, Francisca m'a appelé. Dites-moi, je voulais vous remercier. Pourquoi? De m'avoir donné l'occasion de vous connaître et de m'avoir appris ce que signifie le respect. Je ne vous ai rien appris, César. Vous avez décidé d'apprendre. Peut-être, mais vous avez dû être très fort pour me couper les vivres quand il le fallait. Une autre mère m'aurait pardonné sans plus attendre, et je serais resté le même homme horrible. Et maintenant, je suis différent, pas parfait, mais différent. Et c'est grâce à votre courage de me dire la vérité. 1 an après cette première visite de réconciliation, César est arrivé avec une demande en mariage. Francisca, je réfléchissais à quelque chose. Dans quoi? Voudrais-tu que nous soyons associés? Partenaires de quoi? Dans l'entreprise, non pas comme un fils qui hérite,
mais comme un associé qui apporte son travail et gagne sa part. L'idée m'a intriguée. Qu'est-ce que tu apporterais? Du travail physique, des livraisons, la construction d'une plus grande cuisine si tu décides de t'agrandir, et surtout, le respect de ton leadership. Et qu'est-ce que tu voudrais en retour? Un salaire équitable. Une participation aux bénéfices si l'entreprise se développe. Et peut-être qu'un jour, si je gagne ma vie, tu pourras m'appeler à nouveau ton fils. Je l'ai regardé un long moment. Dans son visage, je ne voyais plus l'homme qui avait essayé de me voler. Je voyais quelqu'un qui avait payé le prix de ses erreurs et décidé de construire quelque chose de mieux. Et si les choses tournent mal, si nous nous disputons à nouveau, alors nous nous séparerons comme des partenaires qui n'ont pas fonctionné ensemble, mais pas comme des ennemis. Et si ça marche, nous construirons quelque chose ensemble, quelque chose dont nous pourrons tous les deux être fiers. C'était une proposition risquée, mais aussi honnête. Laisse-moi le temps d'y réfléchir. Tout le temps qu'il te faut. Ce soir-là, j'ai parlé à Juana. Qu'en penses-tu? Je pense qu'il n'est plus l'homme qui t'a trahi, mais je pense aussi que tu n'es plus la même femme qui s'est laissée trahir. Crois-tu que je devrais essayer? Je pense que tu devrais faire ce qui te rend heureuse, mais en toute connaissance de cause. 2 semaines plus tard, je lui ai donné ma réponse. J'accepte le partenariat, mais à des conditions très claires, quelles que soient tes conditions. Un contrat écrit. Un bilan tous les 6 mois, un premier manque de respect, et tout sera fini. J'accepte. D'accord, on recommence lundi. Et César, oui, tu peux m'appeler maman à nouveau. Tu l'as mérité pour la première fois depuis presque 2 ans. Je l'ai vu pleurer, mais c'était des larmes de gratitude, pas de manipulation. Merci, maman. Je ne te décevrai plus. Je sais, parce que si tu me laisses tomber cette fois, il n'y aura pas de 3e chance. Je sais, et je te le promets, tu n'en auras pas besoin. 3 ans se sont écoulés depuis que César et moi sommes devenus associés. 3 ans au cours desquels nous avons bâti quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer lorsque tout s'est effondré. L'entreprise a connu une croissance dépassant nos rêves les plus fous. Abuela Francisca's Kitchen possède désormais 2 succursales, une au village et une en ville. Nous employons 15 personnes, toutes des femmes du quartier qui cherchaient un travail décent. Carmen, la jeune fille qui nous aidait au marketing, est désormais notre directrice générale. Mais le plus important, ce ne sont pas les chiffres sur les comptes en banque. Ce qui compte, c'est ce que nous avons construit en tant que famille. César a tenu chacune de ses promesses. Il travaille de 5 heures du matin jusqu'au soir, gère les livraisons, supervise la construction de nouvelles installations et n'a jamais remis en question mes décisions en tant que patron. Tu sais ce que j'aime le plus dans ta collaboration? M'a-t-il dit récemment alors que nous chargeons des cartons pour une grosse livraison. Quoi? Que je te vois enfin telle que tu es vraiment. Non pas comme la mère qui a pris soin de moi, mais comme la femme intelligente et forte que tu as toujours été. Ces mots m'ont rempli le cœur comme je ne l'avais pas ressenti depuis des années. Juana est toujours mon associée et ma meilleure amie. Elle vit désormais officiellement avec moi dans la maison. Nous avons transformé la chambre d'amis en espace personnel, et le soir, nous nous asseyons dans le couloir pour planifier de nouveaux projets tout en sirotant une tisane cultivée dans notre jardin. Imaginez si on nous avait dit il y a 5 ans que nous serions des entrepreneurs prospères à 70 ans. Je t'aurais dit que tu étais folle, et tu aurais eu tort. Le programme d'aide aux femmes victimes de violences est devenu une véritable fondation. Nous avons un petit refuge à l'arrière de la propriété, où les femmes fuyant des situations de violence peuvent séjourner pendant qu'elles reconstruisent leur vie. Nous leur donnons des cours, les aidons avec des conseils juridiques et les accompagnons jusqu'à ce qu'elles puissent voler de leurs propres ailes. Hier, une femme de 25 ans est arrivée avec 2 jeunes enfants. Son mari avait menacé de les lui retirer si elle le quittait. La même menace que Béatrice avait proférée contre moi, mais avec mes propres moyens. Puis-je vraiment rester ici sans rien payer? M'a-t-elle demandé, les yeux emplis de peur. Non seulement tu peux rester, mais tu vas apprendre à faire quelque chose que tu aimes et qui te donnera une indépendance financière. Et quand tu seras prête à partir, on t'aidera à trouver ton propre chez-toi. Pourquoi fais-tu ça pour moi? Tu ne me connais pas. Parce que toutes les femmes méritent de vivre dignement. Et parce que quelqu'un m'a appris qu'il faut parfois être très courageux pour sauver sa vie. Ce matin, alors que je préparais la pâte pour les tamales de mardi, le téléphone a sonné. C'était Donil de Fonso. Doña Francisca, j'appelle pour vous donner des nouvelles. Bonnes ou mauvaises? Très bonnes. Votre fondation vient de recevoir un don anonyme de $50 000. Je me suis assise sur la chaise la plus proche. $50 000. La même somme que César avait essayé de voler il y a des années. Sais-tu qui a fait ça? Je ne peux pas te le dire, mais j'ai des soupçons. Cet après-midi-là, quand César est rentré du travail, je l'ai confronté.
C'est toi qui as donné l'argent à la fondation. Il est devenu rouge comme quand il était enfant, et je l'ai surpris en train de faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Comment l'as-tu su? Parce que c'est exactement ça. 50 000 $, la même somme que tu as essayé de voler. Ce n'est pas tout l'argent que je te dois, mais c'est un début. César, cet argent était pour toi aussi. Tu es mon partenaire. Non, maman, cet argent était ma façon de boucler la boucle, de transformer quelque chose de mal en quelque chose de bien. Je me suis levée et je l'ai serré dans mes bras. Une étreinte sincère, profonde, pleine de l'amour qui avait été retenu pendant des années de douleur. Je suis fière de toi, et je suis fière d'être ton fils. Cet après-midi, alors que le soleil se couche sur les montagnes qui m'ont vu toute ma vie, je suis assis dans le rocking chair du couloir pour réfléchir à ces dernières années. La maison est pleine de vie. On entend à nouveau des rires dans la cuisine où les filles finissent de nettoyer après la journée de travail. On entend des voix dans le refuge où les femmes que nous aidons lisent des histoires à leurs enfants. On entend le bruit des chèvres et des poules dans l'enclos que César a réparé de ses propres mains. Juana sort de la cuisine avec 2 tasses de chocolat chaud, tandis qu'elle fait tous les soirs. « À quoi penses-tu » demande-t-elle. « Que mon mari avait raison. Qu'il m'a dit un jour que les femmes sont comme les arbres, qu'on peut survivre aux sécheresses les plus terribles, mais que quand la pluie arrive, on fleurit plus belle qu'avant. C'était un homme sage. Oui, et je pense qu'il aurait aimé voir ce que je suis devenue. » César arrive dans son camion, fatigué mais souriant. Maintenant, elle vit dans une petite maison qu'elle a achetée en ville, mais elle vient dîner avec nous presque tous les soirs. « Comment s'est passée ta journée » lui demandai-je. « Parfait. On a tout livré à temps. Les clients étaient contents, et Donia Elena m'a proposé un contrat plus important pour le mois prochain, et tu ne l'accepteras que si tu es d'accord. Je ne veux pas que ça affecte notre entreprise. C'est toute la différence. Maintenant, elle me le demande. Maintenant, elle respecte mes opinions. Maintenant, elle comprend que nous sommes des employés, pas un patron et un employé. Elle accepte. L'entreprise peut se débrouiller seule pendant quelques semaines. Merci, maman. Nous dînons tous les 3 dans la salle à manger et discutons du projet d'agrandissement du refuge. Et peut-être ouvrir une 3e succursale. Carmen souhaite que nous explorions la possibilité de vendre nos produits en ligne dans tout le pays. Tu imagines, Francisca? Juana dit, des femmes de tout le Mexique qui mangent tes tamales. Nos tamales, je la corrige. Nous avons construit ça ensemble. Après le dîner, César rentre chez lui et Juana se retire dans sa chambre. Je reste un moment dans le couloir, à contempler les étoiles qui brillent plus fort que jamais. Je pense à la femme que j'étais il y a 5 ans. Une femme devenue invisible chez elle, une femme qui avait perdu la voix. Sa force, sa dignité. Une femme tellement habituée à donner qu'elle avait oublié qu'elle avait aussi le droit de recevoir. Cette femme est morte le jour où j'ai décidé de geler les comptes bancaires. Elle est morte quand j'ai choisi de me défendre au lieu de continuer à être une victime. Elle est morte quand j'ai compris que le véritable amour ne consiste pas à sacrifier sa dignité pour les autres, mais à respecter la sienne et à apprendre aux autres à la respecter aussi. À sa place est née cette femme, entrepreneuse, leader, protectrice des autres femmes, mère d'un fils qui comprend enfin ce que signifie le respect. Le téléphone sonne. Une dernière fois avant d'aller me coucher. C'est Carmen, la gérante. Doña Francisca, excusez-moi de vous déranger si tard, mais je voulais vous donner des nouvelles. Que s'est-il passé? Un magazine national vient d'appeler. Voulez-vous écrire un article sur les femmes entrepreneurs de plus de 70 ans? Vous êtes leur premier choix. Un article sur moi, sur vous et sur tout ce que vous avez construit. Il raconte votre histoire. Elle est une source d'inspiration pour des milliers de femmes qui se sentent prisonnières de leur propre vie. Après avoir accroché, je me dirige vers le jardin où se trouvent mes rosiers, les mêmes que j'ai plantés il y a 20 ans pour enseigner à César les épines qui protègent la beauté. Je coupe une rose blanche, la même variété que j'ai coupée la nuit de son départ. Mais cette fois, je ne la coupe pas avec douleur, je la coupe avec gratitude. Gratitude d'avoir eu le courage de dire assez. Gratitude d'avoir trouvé la force de construire une nouvelle vie. Gratitude d'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour s'épanouir. Je lève les yeux vers le ciel étoilé et murmure les mots que mon mari m'a dit lors de notre dernière année ensemble. Un héritage, ce n'est pas un monument, Francisca, c'est une carte que tu laisses aux autres pour qu'ils trouvent leur propre chemin. Je comprends enfin ce qu'il voulait dire. Mon héritage, ce ne sont pas les entreprises que j'ai créées ni l'argent que j'ai gagné. Mon héritage, ce sont les femmes que j'ai aidées à trouver leur force. C'est le fils qu'il a appris à respecter. Il est la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard. Pour sauver sa propre vie. J'entre dans la maison et j'éteins les lumières une à une. Demain sera une autre journée pleine de travail, de projets,
de femmes qui ont besoin d'aide et d'espoir. Et je serai prête, car je suis enfin celle que j'ai toujours voulu être. Francisca, simplement Francisca. Et c'est plus que suffisant.